Le sommet du G20 rassemble les dirigeants des plus grandes puissances mondiales, mais l'heure n'est pas au glamour. Le commerce international connaît une croissance extrêmement ralentie pour la première fois depuis 30 ans et le taux de chômage mondial atteint presque les 6%. Les analystes déplorent le fait que de nombreux hommes politiques aient choisi la voie du protectionnisme, notamment dans les pays en pleine période électorale comme les États-Unis. Il y a 8 ans, nous traversions le pire de la crise financière internationale. Les membres du G20 s'étaient rassemblés dans un esprit d'unité et de partenariat. L'économie mondiale était au bord du gouffre et ils l'ont remise sur la voie de la stabilité et du rétablissement. Au jour d'aujourd'hui, 8 ans plus tard, l'économie mondiale est de nouveau à un point critique. Un jour avant l'ouverture, les dirigeants d'affaires issus des 20 plus grandes économies mondiales ont soumis leurs recommandations aux dirigeants politiques. Selon eux, le plus urgent est de supprimer les mesures protectionnistes qui entravent les mouvements commerciaux et d'utiliser l'innovation pour relancer la croissance. People don't like globalization. Les gens n'aiment pas la mondialisation, mais pas parce que c'est une mauvaise chose. Si la mondialisation pouvait bénéficier à tout le monde et si chacune petite entreprise pouvait y participer, ce serait formidable. Nous avons donc soumis notre proposition. Jack Ma propose de lancer une plateforme électronique du commerce international. L'objectif est de permettre aux petites entreprises de pouvoir commercer via les plateformes de e-commerce. Ce n'est que l'une des recommandations formulées par les hommes d'affaires pour fonder une marque chinoise. China's economy has been developing. La croissance de l'économie chinoise est rapide. Le reste du monde veut tirer les leçons des expériences et des pratiques chinoises. Il veut que les entreprises chinoises partagent leurs idées avec des représentants des autres pays. Les pays du G20 comptent pour 2 tiers de la population mondiale et plus de 80% du PIB mondial et du volume commercial. Ils sont considérés comme la plateforme la plus efficace de la gouvernance mondiale. Bonjour Monsieur Richard, Bonjour. bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes journaliste expérimenté, vous avez suivi l'évolution de la Chine depuis son ouverture et vous êtes ici à Hangzhou pour couvrir le G20, cette fois pour le Paris Match. Bienvenue sur notre plateau. Alors d'abord je voudrais savoir, vous êtes ici depuis 2 jours. Qu'est-ce qui vous a marqué ce G20? Quelles sont les particularités du G20 de cette année? Bon, on sent bien que c'est la première fois que la Chine organise un G20 de cette importance, une réunion internationale. Je trouve que l'organisation est extrêmement présente, un peu lourde. On sent que le pays fait l'expérience de ce genre de grandes réunions avec 20 pays, des tas de journalistes, des tas de techniciens. C'est pas facile à mettre en place, mais c'est fait. La ville de Hangzhou permet aussi, par sa disposition autour du lac, loin du lac, tout ça, ça permet une organisation puissante, peut-être à certains moments un petit peu trop, mais ça c'est normal parce que c'est la première fois que la Chine fait ça. On sent un encadrement considérable, mais l'essentiel, c'est la réunion au sommet de tous les chefs d'État, et ça a l'air réglé comme du papier à musique. Et c'est très très précis, très bien organisé en fait. Et ce qui compte, c'est l'image générale qui ressortira de ce sommet. Et comment vous avez trouvé le service de presse? Le service de presse, il est très, très important en termes de personnel, mais ça va. Je pense simplement, c'est un point de vue personnel, qu'il y a des gens qui se recoupent un petit peu, c'est-à-dire que plusieurs personnes sont sur la même responsabilité, mais j'ai constaté avec le service de presse français que lorsqu'il y avait un problème, que par exemple on ne pouvait pas avancer à un moment pour rentrer au centre de presse, il y a toujours un responsable, mais il faut savoir qui c'est parmi les Chinois, qui peut régler la question. C'est toujours comme ça, hein. Pas seulement pour ce sommet, mais je crois qu'en Chine, il y a toujours un responsable, il faut le trouver. Quand il y a un problème à régler, il y en a tout le temps bien sûr. Enfin, en fin de compte, mon impression, c'est que
la Chine, pour ce genre de grands événements, là, elle expérimente un petit peu comment s'y prendre, comment faire. Et la prochaine fois, ce sera parfait. Peut-être que la Chine a déjà acquis l'expérience avec l'organisation des Jeux Olympiques ou Oui, des... c'est vrai qu'on peut trouver des précédents. C'est l'organisation des Jeux Olympiques, également en 2010, l'exposition universelle. C'était un démarrage, c'est pas exactement pareil. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chefs d'État aussi dans les deux cas. Là, il y a une actualité qui a changé aussi par rapport à ces périodes-là, c'est le terrorisme. Et je ne sais pas si la Chine craint directement pour elle, mais il peut y avoir certains chefs d'État poursuivis par les terroristes. Donc il faut faire plus attention peut-être en termes de sécurité. C'est un élément qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas l'oublier dans l'organisation de ces choses. J'imagine que les responsables de la sécurité chinoise sont très très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de problème. Mais à côté de ça, quand vous prenez par exemple le centre de presse, il est très bien organisé. Il ressemble tout à fait à ce que j'ai pu voir autrefois dans des G7 aux États-Unis ou en France ou en Angleterre. Enfin, c'est bien, il y a ce qu'il faut au point de vue technique et on y circule normalement. C'est efficace. Alors, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus alors cette année? Il y a deux choses qui sont... Prenons deux éléments qui ont été très importants et qui, à mon avis, laisseront une trace dans l'histoire des G20, même plus largement. Le premier sujet, c'est tout ce qui touche au climat. Juste avant le sommet, on a vu que la Chine et les États-Unis ont adhéré formellement au processus lancé à Paris en décembre de l'an dernier. C'est très important parce que c'est les deux pays les plus polluants de la Terre. Eux deux, ils font 40% des gaz à effet de serre. Là, ils ont décidé d'adhérer au système, alors qu'on avait l'impression que c'était un petit peu lent, tout ça. Eh bien, l'occasion a été donnée par le G20 juste avant, et même si ce n'est pas exactement à l'ordre du jour, ça fera, aux yeux de l'histoire, ça fera partie de ce G20, cette signature. Et ça, c'est très important parce que maintenir le gaz à effet de serre en dessous de 2%, c'est un objectif très important auquel la Chine travaille visiblement, parce qu'elle est concernée en premier. Donc ça, je pense que c'est ce qui sera retenu en premier avec les travaux. Bon. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que, voilà, ça y est, la Chine maintenant fait partie des grands pays capables d'organiser un G20. Ça, c'était... Bien sûr, la croissance économique de la Chine est considérable depuis pratiquement 30 ans, mais maintenant, ça y est, elle fait partie officiellement des grands pays, elle fait partie de cette réunion mondiale, puisqu'elle en a organisé une. C'est très important aussi. Dans la suite, elle sera l'un des pays, bien sûr que c'est la deuxième économie du monde, on le sait bien, mais enfin, à côté de ça, elle montre qu'elle peut organiser, qu'elle peut être leader et donner un peu le tempo, donner l'ordre du jour, organiser les réunions. C'est important. Elle fait partie du club des pays les plus riches du monde. Le spectaculaire gala d'ouverture du sommet du G20 à Hangzhou a peut-être impressionné toute la planète. Mais quand vient le temps de parler des choses sérieuses, les dirigeants des pays membres font toujours face à des défis de taille. La reprise économique reste faible après la crise financière de 2008, le taux de chômage global atteignant près de 6%. La croissance du commerce international a atteint son niveau le plus bas en 3 décennies. 8年前，在国际金融危机最紧要关头。 Il y a 8 ans, le G20 a été chargé d'une mission de tirer l'économie mondiale de sa fâcheuse position à un moment difficile de la crise financière. Cette mission a été réalisée dans un esprit d'entraide et de partenariat. Aujourd'hui, l'économie mondiale se trouve encore une fois à un moment crucial avec d'énormes défis à relever.
Le président chinois Xi Jinping a exhorté les membres du G20 à résister au protectionnisme et à favoriser l'innovation pour stimuler la croissance. Selon lui, l'économie mondiale ne peut guère se rétablir sans politique macroéconomique coordonnée entre les membres du G20 et un esprit commercial plus ouvert. Cela représente une grande réussite que la Chine soit l'hôte du G20. Lorsque le Canada a été très impliqué dans la création du G20 dans les années 90, l'une des raisons pour lesquelles nous avions besoin du G20, pas seulement du G7, c'était que nous devions compter sur la présence de la Chine lors des discussions sur l'économie mondiale. Confiance en son économie, c'est un excellent modèle pour le Brésil et d'autres pays faisant face à une reprise économique. Le sommet du G20 de Hangzhou a présenté aux autres pays de grandes opportunités d'apprendre de la Chine. En marge du sommet, des réunions importantes ont fait les manchettes. Le président Xi a rencontré son homologue américain Barack Obama. Des différends persistent sur des questions épineuses comme la mer de Chine méridionale, mais le consensus sur l'accord sur le changement climatique a été salué de façon unanime. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, n'a pas manqué de souligner l'importance que ces deux pays ratifient l'accord de Paris. Parmi les sujets sur l'agenda de ce G20, on parle beaucoup de la réforme économique, réforme structurelle de l'économie mondiale, la réforme financière. Quels sont les débats qui vous tiennent le plus à cœur? Il y a beaucoup de sujets, d'abord des sujets très mondiaux, tout ce qui est la lutte contre les paradis fiscaux. C'est un peu nouveau, mais on y travaille. La lutte pour qu'il y ait plus de transparence fiscale entre les pays. Il en est question, on verra si ça avance un peu, mais en tout cas, c'est abordé. Il y a aussi la lutte contre le financement du terrorisme. Je sais que le président français aborde ça plus que d'autres, parce que la France a été touchée par le terrorisme, plus que d'autres pays. Donc ça fait que c'est des sujets un peu techniques, mais il faut en parler entre soi. Et le G20, c'est une occasion de se rencontrer et de parler de ce genre de sujet dans un moment où l'économie elle-même, l'économie de tous les pays, y compris l'économie chinoise, est un petit peu plus fragile. La croissance en Chine n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, ce qui d'ailleurs amène la Chine à avoir besoin de remèdes qui ressemblent à ceux qui existent dans d'autres pays. L'économie chinoise est sans doute facile à piloter actuellement qu'elle ne l'était il y a quelques années où la croissance entraînait tout. Et tout ça, ça fait que c'est très important que les pays se voient, parlent entre eux, à la fois dans les discussions globales et puis dans les tête-à-tête, les réunions bilatérales, et il y en a beaucoup au cours de ce sommet. Ensuite, dans les questions qui sont abordées, on voit bien qu'il y a les questions générales dont je viens de parler, et puis il y a des questions plus régionales, si je peux dire. Par exemple, tout ce qui concerne la mer de Chine méridionale, on voit bien que le président Obama et le président Xi Jinping, ils ont beaucoup parlé de ça. Ils ont eu un entretien très long et visiblement, c'était une question à l'ordre du jour. Il y a une autre question qui concerne une autre partie du monde, c'est la question des réfugiés du Proche-Orient qui arrivent en Europe. Et là, on a bien vu que la délégation européenne a insisté là-dessus. Il faut trouver des moyens entre Européens de les recevoir dans les meilleures conditions. Une autre question, on verra, finalement, elle a été moins présente qu'on pouvait le penser, c'est le Brexit. Le Brexit, l'Angleterre qui a quitté le marché commun, en quelque sorte, enfin, la communauté européenne. On aurait pu penser que ça occuperait plus les travaux. Là, non, on attend, je crois, de voir ce que ça donnera, quels seront les effets. Mais voilà, je pense que la réunion dans un G20, ça permet aux chefs d'État de parler de questions globales, où ils sont tous, et puis également de parler de choses beaucoup plus régionales. C'est une très bonne occasion pour se rencontrer et de parler d'entre eux, hein, sur le bateau par exemple, et pendant le dîner aussi. Comment voyez-vous l'évolution du rôle du G20? Alors vous avez suivi le G7 depuis le début et que voilà, c'était
avant, depuis sa création, une sorte de plateforme de gestion de crise plutôt. Et maintenant, je vois il y a bien un changement de rôle et qu'on en parle beaucoup dans la presse française aussi. Comment voyez-vous cette évolution? Je pense que c'est une occasion très importante pour les dirigeants du monde de se voir, de voir ce qui ne va pas sur le plan global, notamment économique. En ce moment, l'économie est plutôt essoufflée et c'est bon de voir comment on peut la relancer. Et puis ensuite, chaque pays a du bilatéral à voir avec les autres. Et les représentants sont extrêmement nombreux. Oui. L'Afrique, de beaucoup d'organisations internationales. Ça, c'est une donnée que sur laquelle la Chine a insisté, c'est d'avoir quelques pays en voie de développement, comme le Tchad, comme le Laos, qui soient présents et qui puissent donc discuter avec les pays développés qui représentent leur point de vue. Tchad représente l'Union africaine et oui, là le Sénégal aussi. Oui, le NEPAD. Oui, il y a toujours une représentation. Oui. On peut dire que dans d'autres périodes de l'histoire, ce genre de réunion n'existait pas, malheureusement. Maintenant, au moins une fois par an, les dirigeants sont obligés de se parler, de se voir, même s'ils ne sont pas d'accord sur certains sujets. Je pense que sur la mer de Chine méridionale, ils ne vont pas arriver à un accord. Mais l'important dans un G20, c'est de fixer, de fixer des objectifs, de voir vers quoi on peut aller pour que ça aille mieux. Il ne s'agit pas d'édicter des lois ou des règlements, mais on discute. C'est très important. À l'origine, ça avait été créé justement pour discuter, pour régler certaines crises économiques. À certains moments, par exemple en 2008, lorsque le G20 est devenu à 20 pays, c'était parce qu'il y avait une crise économique. Mais le reste du temps, quand il n'y a pas vraiment quelque chose d'urgent comme une crise économique, eh bien, ça permet au moins de se parler, de discuter. Formellement, c'est important. Alors, vous avez suivi aussi l'évolution de la Chine, un peu depuis le début de son ouverture. Et le G20 parle beaucoup de la gouvernance mondiale. Et comment voyez-vous l'évolution du rôle de la Chine dans le monde, dans la gouvernance mondiale? Je pense que la Chine est un petit peu en retrait par rapport à son importance économique. Je veux dire qu'elle peut, dans les années qui viennent, être plus présente sur un plan plus politique international. Je pense que tous les éléments sont là, sa croissance économique, ses relations avec les autres pays, ses investissements un peu partout. Elle peut faire plus de présence sur le plan diplomatique qu'elle ne le fait. Je dirais presque que de l'histoire ancienne, la Chine a gardé une sorte de prudence. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessaire. Elle peut être plus, je pense, leader sur le plan économique, diplomatique. Mais vous connaissez bien la Chine, la culture chinoise. Pensez-vous que la prudence et un peu la tradition, c'est un peu le caractère? Certainement, oui. Mais même, je crois me souvenir que Deng Xiaoping, en 1980, avait dit « développons-nous, mais restons discrets », quelque chose comme ça. Et il en reste quelque chose. Simplement, la Chine est devenue un acteur important sur le plan mondial et peut-être que d'autres pays attendent qu'elle soit plus active. Dans quelle façon? Sur le plan diplomatique, elle peut donner son point de vue. Prenons l'exemple dont on parlera, dont on va forcément parler au cours de ce G20, de la Syrie, la question syrienne, et tout ce qui est le Proche-Orient. La Turquie actuellement est très concernée, la Russie aussi. La Chine n'est pas directement concernée. Néanmoins, c'est un grand pays. On attend qu'elle dise plus son point de vue et qu'elle mette un peu le point sur la table de temps en temps.
ce serait possible. Oui, mais aussi, vous connaissez bien la Chine et vous connaissez bien que il y a aussi une différence entre le poids total de la Chine sur le plan économique et si on le fait comme le PIB moyen par habitant, elle reste très à la traîne par rapport aux autres pays et il y a un peu de décalage entre le niveau de vie de l'ensemble de la population et le niveau total de ce PIB. Donc il faut quand même, est-ce qu'il faut quand même voir, il y a aussi une raison que la Chine se qualifie toujours un pays de développement et pas vraiment de se prétendre être leader mondial. La Chine, elle est entre les deux. Elle est un pays en voie de développement qui s'est quand même développé et qui a une classe moyenne et moyenne supérieure considérable. Elle existe sur le plan international, notamment sur le plan économique. C'est évident. Donc, elle peut jouer sur cette carte aussi. Bien sûr, elle n'oublie pas, je vois bien son côté en voie de développement, mais elle est aussi présente dans le côté développement. Je pense qu'elle pourrait en tirer plus parti, c'est mon point de vue. L'image de la Chine commence à évoluer dans la presse française, à l'exemple des présidents occidentaux. Est-ce qu'il y a des étapes à marquer ou bien c'est toujours à peu près la même stéréotype? Des étapes, il faut y aller prudemment parce que c'est sûr que l'économie mondiale s'est déplacée du côté de l'Asie. La Chine profite d'un développement parce qu'elle était un peu en retard pendant des années et maintenant il y a un rééquilibrage qui se fait entre l'Orient et l'Occident et ça il faut en tenir compte évidemment. Les pays développés d'il y a 30-40 ans, ils se voient une concurrence maintenant et il y a une certaine crainte. Tout ça, il faut le gérer maintenant. C'est pour ça que ce genre de G20 est important. Au moins, les dirigeants se voient. Après, il faut qu'ils fassent comprendre dans leur pays l'importance de la Chine. Mais la Chine a quand même, pour elle, un immense avantage, que c'est une grande civilisation. Si elle met ça en avant, elle peut avoir une certaine popularité, y compris dans des pays avec qui elle est en concurrence sur le plan économique. La culture chinoise, la civilisation chinoise intéresse forcément à tout point de vue l'art chinois traditionnel, les arts martiaux, tout ce qu'on veut. La Chine, c'est un pays qui, en Europe, attire beaucoup, l'intéresse. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en France en 2008, il y a je connais des gens qui font des thèses dans l'université qui s'appellent La Chine, prédateur ou partenaire. Et après, en 2015, j'ai vu aussi une émission à la télé sur France 5 qui s'intitule aussi Chine, prédateur ou partenaire. Est-ce que depuis toutes ces dernières années, presque 10 ans, est-ce que cette problématique est enfin résolue ou ça reste toujours un point d'interrogation? Quelle est l'image de la Chine enfin dans la presse française? Non, je pense que globalement, il y a une certaine crainte parce que la Chine est devenue un pays puissant et les pays européens sont moins puissants. Donc il y a une certaine crainte. Après, c'est un petit peu une affaire individuelle. Lorsque des capitaux chinois prennent la majorité dans une entreprise française ou anglaise ou allemande, évidemment, c'est une affaire de comportement. Je connais en France des entreprises qui maintenant sont en capitaux chinois. Ça se passe très bien parce que les Chinois qui dirigent ça ont eu l'intelligence de dialoguer avec les employés, avec les syndicats, et puis d'autres ça se passe pas bien, parce que c'est une affaire de comportement. Mais à l'heure de la mondialisation, ce genre de choses est inévitable. Les capitaux circulent, on se rachète les uns les autres. Et il est bon aussi, dans l'autre sens, que des capitaux français, dans certains domaines ça existe,
viennent s'investir en Chine parce qu'ils ont besoin d'un savoir-faire d'ouvriers chinois. C'est un peu dans les deux sens. Après, il faut que les réglementations nationales tiennent compte de la possibilité de se rapprocher. On est au début d'un processus là-dedans. Donc il faut encore du temps, vous voulez dire que les craintes, c'est parce qu'on est encore au début de quelque chose, on s'adapte. Et puis ça dépend des domaines aussi. Il y a des domaines de grande technicité où la Chine peut avoir besoin de l'Europe et l'Europe également besoin d'un savoir-faire chinois. C'est très difficile de trouver une règle générale, mais c'est très humain en fait, arriver à s'entendre dans certains domaines. Et maintenant, sur le plan global, pensez-vous que le public occidental a une meilleure connaissance de la Chine grâce à des organisations du G20 ou des grands événements? Le G20 actuel contribue à mieux faire comprendre que la Chine a un rôle à jouer sur le plan international. C'est certain, on voit bien qu'elle mène ce G20, ça en fait parler beaucoup, ça va être observé aussi. C'est important que ça se passe bien, que ça se passe à Hangzhou, qui est une belle ville. On voit que la Chine, dont on a l'impression que ça s'est développé de tous les côtés, au moins à Hangzhou, il y a un lac, il est toujours là, c'est beau, c'est loin de... Hangzhou, c'est quand même la ville où, en 1972, le président Nixon a été reçu par le président Mao Tse-tung. C'était autre chose. Là, on voit que ça s'est modernisé. Il y a des images sur toutes les télés du monde de ce qu'est devenu Hangzhou, qui est une ville intéressante d'ailleurs. Une ville assez moderne, assez vive. Il se passe beaucoup de choses. Enfin, c'est très vivant, je veux dire. Et ça, c'est aussi la fameuse entreprise Alibaba, le siège de l'Alibaba. Un pionnier dans... Ouais. Et pour résumer un peu, pour donner un éclaircissement, parce que maintenant il y a beaucoup de spéculations sur l'économie chinoise. Quand on parle de ce G20, on se demande comment l'économie chinoise se comporte. Vous êtes en Chine depuis longtemps et vous suivez toujours l'actualité économique. Quelles sont vos observations? Je pense qu'il y a eu une période de croissance en quelque sorte facile, parce que la Chine partait de loin, il fallait qu'elle se développe. Une classe moyenne considérable s'est créée avec cette croissance, et maintenant on entre dans une période plus difficile. Il faut gérer des difficultés dans tous les sens, et deuxièmement, c'est très important, l'économie mondiale est moins favorable. L'économie mondiale, elle a été favorable à la Chine parce qu'elle pouvait vendre au reste du monde, investir dans le reste du monde, ça marchait bien. Maintenant, c'est moins le cas. Autrement dit, on est dans une période où la Chine doit réfléchir à son développement à elle-même. Elle peut moins compter sur l'extérieur, les pays étrangers, sur les investissements et le commerce extérieur, elle peut moins compter là-dessus. Il faut qu'elle arrive à développer sa propre société, sa propre économie. Ça, c'est le défi de la Chine, à mon avis. Elle y arrivera. Simplement, il y a un moment de réadaptation où il faut que l'économie chinoise se développe par elle-même. On a l'impression que la population a d'énormes économies. Enfin, on peut le faire. En Chine, il y a de l'argent, si je peux dire. Enfin, il y a une classe moyenne suffisamment puissante pour permettre de développer le pays plus que ne l'ont fait les exportations jusqu'ici. On est dans la période intermédiaire, c'est difficile d'en dire plus. Alors, je vous remercie, M. Richard Ax, d'avoir donné beaucoup d'éclaircissements à nos téléspectateurs et d'avoir partagé votre expérience en Chine et à Hangzhou surtout. Je vous remercie.